Salut, bienvenue dans le quartier de la Gare Saint-Jean où dans la nuit du 3 septembre, après s'être demandé en fiançailles, Yacine et Benjamin ont été violemment agressés au couteau, d'abord pour un collier et ensuite pour ce qu'ils sont, deux jeunes et beaux garçons amoureux l'un de l'autre. C'est cet acte criminel et les conséquences qui ont suivi qui ont inspiré à Yacine l'écriture, la mise en scène et l'interprétation d'une pièce, Sola Gratia, qui est une pièce au texte fort à la Coltès, en résidence au théâtre de l'Atelier des Marches au Bouscat, en attendant que cette pièce puisse être jouée en plein confinement. Le théâtre résiste, nous vous y amenons tout de suite. Chaleur d'une nuit d'été madrilène. Quand les corps chauffent et suent, les langues se mélangent et les hommes s'enlacent. Son regard sur moi comme une ligne lancée, un hameçon dans la gorge d'un poisson. Le faux de me faire. Comme un tortionnaire sadique qui nous... Yacine et Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous situer géographiquement pour Bordophonia, puisque Bordophonia, vous savez, c'est un projet très géographique, donc on a besoin de savoir où on est. Eh bien, on est à l'arrêt Courbet de la ligne D, au niveau du Bouscat, et on est à l'Atelier des Marches, qui est un lieu qui est dirigé par Jean-Luc Terrade et qui accueille beaucoup d'artistes en résidence, et qui aussi a un festival qui s'appelle 30-30, qui est la découverte de la forme courte et très contemporaine. Vous élaborez en ce moment un spectacle, on peut dire. Vous vous répartissez les rôles à peu près comment, Benjamin? Lui, il écrit, moi je fais les costumes et je suis l'extérieur, voilà. Ça permet de guider un petit peu, orienter. Comme c'est un texte qui parle de notre expérience, qui fait suite à une agression homophobe, on s'est fait poignarder au début du mois de septembre 2020 et donc on l'a vécu ensemble. Moi, à partir de là, j'ai eu le besoin d'écrire, mais je ne pourrais pas faire ce texte sans avoir le regard permanent de Benjamin sur le texte, sur la mise en scène, parce que d'une part, je n'aurais pas envie de trahir aussi son histoire, et parce que c'est important qu'on le fasse ensemble, parce que c'est un processus aussi presque thérapeutique, à deux en fait. Moi je mets en scène, mais évidemment comme je suis sur le plateau tout le temps, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui sont à l'extérieur. Donc Benjamin le premier, ensuite il y a Sophie Dallès qui est danseuse et chorégraphe, et puis il y a Benjamin, l'autre Benjamin, qui est lui à la musique. Donc il peut aussi donner un point de vue sur ce qu'il voit et sur ce qu'on fait ensemble. Je pensais tout arrêter au chant des sirènes. Ouais, je suis d'accord. On a envie de pause. Ouais, quand même, hein. Et on passe à autre chose. Je pense qu'il faudrait... Moi, je pense qu'il doit durer, qu'il dure jusqu'à le chant des sirènes. Mangeling. Le... Juste pour parler des références, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à Coltès, à la solitude des champs de coton, cette espèce comme ça pas du Brecht, on ne va pas exagérer, mais quelque chose quand même beaucoup aussi dans le cri, dans l'existentiel. J'ai plusieurs fois, dans mon existence, rencontré la violence. Donc, et à chaque fois que je l'ai rencontré, il y avait quelque chose quoi, qui se gérait mal, et j'avais des bouts de phrases dans la tête qui trottaient. Et puis est arrivée cette agression, qui en fait a comme aligné toutes les planètes. Et il y a eu un moment, trop c'est trop, j'ai besoin de parler et tout est sorti. Et donc il y a vraiment eu ce truc-là, ces différents, on va dire, traumas qui sont en fait mis comme une chaîne les uns aux autres et qui du coup, là-dedans, décrivaient finalement une expérience de la violence, une vie violente, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait ce besoin, j'ai eu ce besoin en tout cas, de dire le mal, de crier l'injustice et de partager la peine. Et je pense que peut-être le théâtre peut nous aider à ça aussi. C'est pas simplement un exercice égotique, voilà. Un exutoire. Il y a une idée d'exorcisme et d'exorcisme ensemble. C'est-à-dire c'est avec tout le monde aussi que les violences, qui sont les violences du couple, qui sont les violences des policiers, qui sont les violences contre les personnes racisées, toutes sortes de violences, sa propre violence, on se réunit ensemble pour l'exorciser, pour la regarder en face et peut-être sortir un peu plus léger ou la domptant un peu mieux. Je suis dans le couloir
et j'attends Benjamin qui, depuis l'intérieur du bureau, m'arrache un sourire en épelant Sonia Riquiel au brigadier. Le soir de notre agression, Benjamin portait un pantalon Sonia Riquiel. Et désormais, quand je relis la plainte, je souris quand, au milieu de la langue administrative et froide d'un procès verbal, je lis ce prénom et ce nom qui sont comme les cheveux de Sonia dans l'hiver parisien. Un flic sort de son bureau et en interpelle un deuxième. « Eh, dis donc, le calendos dans le frigo, va falloir le descendre aujourd'hui, sinon il passera pas le week-end. » Et le deuxième de répondre « Oh non, aujourd'hui c'est couscous. La 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 li 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 lou !» Et un troisième de se faire l'écho de ce plus mauvais you-you de l'histoire des you-you. Seul dans le couloir, j'ai détourné mon regard pour me trouver face à une grande affiche du film Samba de Nakache et Toledano, avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim, à qui on avait colorié les dents en noir. Tout était tellement absurde que je n'y croyais pas. Jusqu'à entrer à mon tour dans le bureau du brigadier et de voir sur le mur, entre des petits cœurs en bois fabriqués par des enfants et un calendrier des forces de l'ordre, une plaque émaillée Negrita, qui représente la négresse aux grosses lèvres rouges, domestique docile qui apporte une bouteille de rhum à son maître. J'avais compris où j'étais. Au niveau du texte, il y a plusieurs sources. Donc, il y a un texte qui a été écrit, qui a été assez remarquablement, d'ailleurs, je trouve ça vraiment bien. Et aussi un procès verbal qui est rendu tel quel. Alors maintenant, j'ai compris, hier, j'étais contre les fautes d'orthographe. Maintenant, je trouve que ça mieux, finalement, de les laisser comme ça, parce qu'au moins, c'est authentique. Ça donne un effet de vrai, un effet de réel. C'est une façon aussi très contemporaine, postmoderne, peut-être, d'aborder le théâtre par des sources qui viennent de la vraie vie. En tout cas, c'était important pour moi dans le spectacle que ça commence par quelque chose de très réel et très concret, qui est ce procès verbal, mais qui en même temps, comme il est rédigé avec des fautes d'orthographe, en effet, mais avec des fautes de syntaxe aussi, fait presque apparaître un texte médiéval. Enfin, il y a quelque chose dans les formules de phrases, des fois, où on a l'impression de se retrouver avec des fautes de syntaxe, où on retrouve enfin voilà, ce truc de comment ça s'appelle, les minutes des procès, par exemple du procès de Jeanne d'Arc, quand on dit des trucs comme ça, il y a des phrases qu'on ne comprend pas bien. Le greffier. Voilà, Ouais. Et du coup on avait ce besoin-là, et puis ça fait partir du témoignage, d'une source voilà, très, très réelle, pour après décoller et aller ailleurs. Après, on passe vraiment dans une dimension Une qui... nécessitation du langage, enfin, une nécessitation C'est ça. des différents traumas. Alors que là, on parle vraiment, à l'origine, on est vraiment sur le truc brut, vrai, donc le dépôt de plainte. Et après, il y a vraiment, plus on avance dans le temps, il y a vraiment une esthétisation de la violence, qui permet aussi justement de distance, enfin, de mettre à distance tout du moins le trauma et qui l'on est. Et puis je crois qu'il y a aussi ce que montre cette disposition, elle montre aussi des choses en creux. Il y a beaucoup de choses qu'on voit qu'elle ne montre pas, justement. Mais par les questions qui sont posées, on comprend aussi le rapport qu'avait la personne qui le faisait. Par les phrases que répond Benjamin aussi, par ce qu'il dit, parce que c'est pas ma déposition, c'est la tienne. Et il y a quelque chose dedans où on sent qu'il se justifie beaucoup en disant « oui, c'est vrai, je suis en colère, oui ». Mais pourquoi ? Mais parce qu'en face, en fait, quand on dépose plainte, le flic ne faisait que nous accuser. C'est-à-dire « oui, mais vous aviez bu ». Oui, mais vous êtes... Ah oui, donc vous êtes impulsif. Donc vous avez parlé avec ces gens. Donc vous êtes... Pour en fait justifier, quelque part justifier les coups de couteau. En fait, on était trop sous et on est des gens un peu impulsifs. Donc il y a aussi ça. Et ça se voit pas parce que c'est juste ce que dit Benjamin. Mais je pense que ça se voit en creux, en fait. C'est-à-dire qu'on devine qu'en face, il y a une oreille qui n'est pas attentive. Il y a une oreille qui est accusatrice. Et du coup, après, les questions permettent aussi de rendre ça. Les questions, c'est quand même comment étiez-vous habillé ? Est-ce que vous étiez en état de marcher ? Vous n'étiez pas trop sous ? Qu'est-ce que ça a à voir, en fait, avec l'agression ? Des flics agissent comme des missionnaires qui vont prêcher et imposer la bonne parole aux infidèles. Ceux qui sont en charge de transmettre les valeurs judéo-chrétiennes ou républicaines pour ce qui nous concerne, encore que, à un tas d'arriérés polygames mangeurs de tête. Des flics se pensent les gardiens des valeurs humanistes et éclairées qui ont fait la République française face à une peuplade de métèques qui, dans leur tour de béton, prennent de la drogue, violent des femmes, s'entretuent, ne boivent pas d'alcool, ne mangent pas de cochon et surtout s'habillent bizarrement, les hommes avec des grandes robes, les femmes avec des foulards sur la tête. Mais fondamentalement, il y a cette idée que l'homme blanc est au-dessus de la pyramide des races et qu'il doit civiliser les sauvages. Il doit les dresser. Rappelez-vous les élèves de Mantes-la-Jolie mis à genoux sous les rires des flics qui parlent d'une classe qui se tient bien sage. Il faut les dresser parce que leur violence est inhérente à leur race, de même que leur bêtise et leur fainéantise qu'il faudrait mater à coups de fouet pour qu'ils se mettent à travailler. Qu'ont-ils vu de nous quand ils sont arrivés ?
quand ils nous ont demandé plusieurs fois si l'on connaissait nos agresseurs? Qu'ont-ils fait d'autre que nous mépriser quand nous voyant tout à la fois sous le choc de l'injustice de notre agression et excédés de leur propre injustice? Les baqueux nous ont dit « Ah, vous le prenez comme ça? Très bien », sont remontés dans leur voiture en nous laissant seuls nos deux corps saignants. Comment expliquer, sinon par la haine, le dégoût et l'inintérêt, que la police nationale, arrivée plus tard, n'ait pas pris la peine de nous suivre à l'hôpital pour enregistrer notre plainte et éventuellement retrouver immédiatement nos agresseurs? Nous l'avons très vite compris. Nous étions trop aidés pour nos agresseurs, trop rebeux pour la police. Au-delà de la violence ordinaire, quand même, on est un coup au-dessus, puisque finalement c'est en deux temps. D'abord, ils vous prennent les chaînes en or. Et ensuite, ils réalisent que vous êtes en couple, l'un avec l'autre, et du coup, ils vous assaillent d'insultes, homophobes, etc. Ils vous pourchassent jusqu'à la porte. Donc, effectivement, il y a une forme d'acharnement qui dépasse, on va dire, la violence ordinaire du vol de téléphone ou autre. Et c'est là que je trouve que la pièce, si on peut appeler ça une pièce, je ne sais pas, mais finalement, on joue le plus, c'est dans cette espèce d'effet où tu décris aussi le regard des agresseurs. Alors hier, tu disais qu'il y en avait un autre qui s'appelait Yacine, et puis aujourd'hui, ils n'ont plus de nom, c'est ça? Si, nos agresseurs, dont on ne sait pas les noms, mais en fait, après, en revanche, ce que je dis, c'est qu'une semaine avant cette agression-là, il y a eu une autre chose. On était chez nous et on habite au rez-de-chaussée, et quelqu'un, en fait, regardait comme ça à travers nos fenêtres. Donc au bout d'un moment, je dis, bon, tu te casses, en fait. Et puis il part pas, donc je m'énerve. Et finalement, il dit PD, et évidemment, c'est ce qui sort tout de suite. Puis Benjamin y va, il lui redit PD, et en fait, on habite à côté d'un centre de formation. Et là, on entend le prof appeler très mollement, d'ailleurs, parce que ça ne les a pas plus choqués que ça, d'ailleurs, les profs de ce centre, que l'un de leurs élèves venait d'insulter PD, comme si c'était banalisé. Bref, ce prof l'appelle, et il appelle Yacine. Et là, le fait de me dire qu'il a le même prénom que moi, il y a eu comme un effet miroir, où je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait? Pourquoi moi, je suis sur cette rive et toi sur l'autre, alors qu'on a le même prénom? Qu'est-ce qui fait en fait que nos vies se construisent et que l'un devient homophobe? Qu'est-ce qui fait en fait? Et c'est après, avec cette agression-là, plus les autres verbales en fait qu'on a vécues, qui sont en fait jamais que les prémices d'une agression au couteau, et qui sont nombreuses. On a eu besoin de revisiter ça pour dire aussi dans quel contexte ça s'inscrit. Ce même mépris quand nous marchions le long des quais, au niveau de ce miroir d'eau qui inonde les télévisions dès qu'on évoque Bordeaux. Un homme assis devant ce grand miroir nous a dit « Sale PD, vous devriez être mort ». Je ne sais pas si je dois préciser que nous nous tenions la main. Cela me semble étrange, comme si c'était une raison, comme si je l'avais cherché, comme si on l'avait provoqué. Sur le chemin du retour, le même jour, un homme nous a frôlé rapidement à vélo et nous a crié « PD ». Je ne sais pas si je dois préciser que nous ne nous tenions plus la main. Quelques jours plus tard, dans la rue, un vieil homme nous interpelle. « Qui c'est qui fait l'homme? Qui c'est qui fait la femme? Rattaille !» S'ensuivit quelques insultes dans un mélange d'arabe et de français qui ressemblait plus aux aboiements d'un vieux chien errant qu'à la langue mystérieuse et belle que parlait mon père avec ma grand-mère et que, comme une énigme d'enfant, mon frère et moi devions décoder. Jour après jour, ces regards et ces mots s'enfoncent en moi avec la lourdeur de la baïonnette qui transperce un soldat déjà à terre. Mais ce soir-là, quand le couteau m'a tranché la joue, j'ai ressenti la douleur vive et furtive en même temps d'une feuille de papier qui coupe un doigt. Et quand vous déposez plainte, je me souviens parce que je vous avais accompagné, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs, très nombreux qu'on se connaît, on est amis, il y avait donc pour vous accompagner un représentant LGBT de la police. Vous n'en parlez pas dans la pièce. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez plus en entendre parler, ou parce qu'il n'a pas fait vraiment le job, ou ça... En fait, il a été présent, lui. Ce que nous, on a fait, c'était de le contacter pour pouvoir prendre une plainte avec quelqu'un d'autre, parce que... il était là sans être là. En fait. Il était là. Heureusement qu'il a été là pour la réception de la parole, en tout cas. Au vu de la manière dont a été réceptionnée notre parole, et ça a été très compliqué, on se dit heureusement qu'il était là, parce que s'il n'avait pas été là, qu'est-ce que ça aurait été? Et même lui a été un peu il était un peu abasourdi justement de la manière
dont la parole a été reçue. Enfin, il a dit, en fait, il vous faut une formation, quoi, ce qui vous fait défaut. Donc le représentant de LGBT de ouais. la police, donc un policier. Exactement, voilà. ancien policier, ouais. Ok. Et donc, mais ça servait surtout pour qualifier les actes d'homophobes. C'était aussi parce que seul face à la police, je pense, enfin c'est bien d'avoir quelqu'un. Moi, je le conseille à n'importe qui en fait. Quoi qu'il arrive, si on va porter plainte à la police, de trouver une association qui va nous représenter, en tout cas qui va être présente. De pas rester seul avec un policier. C'est triste à dire, hein, mais c'est l'expérience qu'on en a faite. Et moi, l'expérience que j'ai avec la police, voilà, qui est aussi relatée dans ce spectacle, elle est toujours mauvaise. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je veux bien entendre tout ce qu'on dit, je veux bien, pas tous pareil, oui, certaines brebis galeuses. Ok, d'accord, mais moi, je fais chaque fois que j'ai eu affaire à la police, ça s'est mal passé. Donc, alors que j'ai jamais été dans mon tort. Donc il y a un moment, j'ai un peu peur, ouais. Donc j'y vais avec, et j'ai bien fait, parce que quand je vois comment ils ont là pris notre plainte, alors qu'il y avait quelqu'un d'une association LGBT, je me dis qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas été là? Parce qu'il y a quand même eu des phrases qui ne sont pas écrites, parce qu'aussi les flics, ils écrivent leurs choses, mais ils ne disent pas tout il n'y a pas écrit tout ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas écrit qu'elle nous a dit à chacun, alors une fois d'abord à moi, puis ensuite quand Benjamin est passé à lui, donc c'est pas quelque chose qui lui a échappé, elle lui a quand même dit. Oui, enfin, j'ai un copain moi, j'ai un copain, il a des chemises à fleurs, c'est pas pour ça qu'il est pédé. On a ce genre de réflexion, alors qu'on s'est fait agresser quelques heures avant, qu'on la joue comme ça, l'épaule. Enfin, ce n'est pas possible du tout. C'est-à-dire, on est face à des gens dont on s'aperçoit qu'ils ont un fond eux-mêmes d'homophobie et certainement de racisme. Et donc, ils ne nous traitent pas. Qui ne sont pas formés, ça c'est certain. Qui ne sont pas formés, oui, mais qui ne nous traitent pas comme on devrait être traités. Donc, voilà. Les flics et nos agresseurs se ressemblent. La même haine larvée. Dans leur regard, la même hostilité. Dans ma tête, un vrai bordel. Les flics et nos agresseurs se donnent la main. Je suis le ballon d'une partie de foot entre eux. Réconciliés par le sacrifice d'un bouc, je les vois rire et boire sur mon corps écrasé. Il n'y a plus de camp. Plus de bien, plus de mal. Ils jouissent de me faire mal. Solo gratia, ça veut dire quoi en fait? C'est du latin? Sola gratia seulement par la grâce, c'est les manières qu'on a d'atteindre le salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre vraiment, que quelque action qu'on fasse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elles sont jugées par Dieu, et donc il n'y a que Dieu qui pourra juger de toute façon de ce qu'on fait. Donc c'est en même temps une forme de liberté et d'horrible... C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, de toute façon, il n'y a pas vraiment de justice en réalité. Et Benjamin, est-ce que tu envisages, toi, dans ce spectacle, de mettre peut-être des sortes de voiles ou des choses comme ça Exactement. Moi, du coup, je travaillais sur les broderies. Dernièrement, je travaillais sur une exposition, justement, qui reprenait le vêtement comme toile blanche et comme matière, en tout cas, pour dénoncer, critiquer, montrer, en tout cas, par rapport à l'actualité, ce qui me marquait, ce qui me touchait, ce qui me révulsait ou me touchait, tout simplement, bref. Et donc, du coup, réutiliser ces broderies pour parler ou en tout cas refléter la violence qu'on a pu subir. Ouais. Donc là, on est sur cette résidence. Donc en fait, ce format-là, qui va évoluer sûrement en termes de scénos, etc. L'idée, c'est donc d'aller le présenter dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes peut-être d'ailleurs, pas qu'à Bordeaux. Ah bah oui. Moi j'aimerais que tous les théâtres, les centres chorégraphiques, tous les gens qui... Laurent Ruquier. Pourquoi pas. Tous les gens qui veulent accueillir ce spectacle. L'avantage, c'est qu'en plus, il peut se construire différemment. Ça peut être uniquement une lecture, comme ça peut être vraiment une pièce avec du coup de la danse, de la musique, ou juste même une exposition avec des artefacts. Ouais, c'est un texte qui peut se travailler de plusieurs manières et qui s'adapte à toutes les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose, il me semble, en le voyant et en le montrant à des gens, qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en fait universel et qu'on se pose en ce moment. Je crois que la société, elle est vraiment très violente. Je me disais toujours, oui, non, mais enfin, il y a quand même des périodes où ça a été plus violent. Mais là, on est quand même dans une période très violente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu plus violent, mais on est dans une période très violente. Et je trouve que de dire ça, de se rassembler pour dire ça, paradoxalement, en disant le mal, peut-être qu'on fait un peu de bien.
le soir de cette agression, donc vous étiez en train de vous demander en fiançailles. Ouais. Donc, enfin si, c'est une question, c'est finalement, alors c'est quand les À quand À quand Après le Covid déjà. C'est déjà. Quand on pourra s'embrasser, quoi. Ouais. Et inviter les gens. Et inviter pour les faire la gens. fête. Ouais, Mais ouais. enfin, vous pouvez vous embrasser entre vous quand même. Entre Non, nous, non, ça va. oui, Ça, ça on porte des masques à la maison. Donc, on écoute Castex. Oui, même pas en dernier. Voilà, Voilà. ça, c'est bon. Non, oui, clairement. Non, non, ouais. D'abord, on travaille sur ce projet-là, et puis après, on va voir comment ça va se passer. Il y a une sorte de no man's land là, qui est devant Mais nous. en tout on sait cas, pas trop comment, les jours heureux sont devant nous. Les vaches sont au présent, élégantes, lourdes et indolentes. Elles sont là, sans rien prouver.